Les regards sont braqués sur New York où se tiennent les travaux de la 78e Assemblée générale des Nations unies dans une conjoncture internationale marquée par de nombreux défis auxquels la communauté internationale est appelée à faire face. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale dédiée à l'événement. Alors une semaine durant, Antonio Guterres et plus de 140 dirigeants vont se succéder à la tribune des Nations Unies pour évoquer les dossiers brûlants qui agitent le monde. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune sera lui aussi de la partie 3 mois après l'élection de l'Algérie en tant que membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et membre non permanent au Conseil de sécurité à partir du 1er janvier 2024. Alors le programme de cette 78e Assemblée générale, les principaux dossiers et défis posés par la conjoncture internationale actuelle, mais aussi la feuille de route de la diplomatie algérienne. Nous allons justement en parler ce soir avec nos invités. Depuis Paris, Gamal Abina est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert des questions internationales. Merci d'être avec nous. Est également avec nous Badis Renissa depuis Paris également. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également expert des questions internationales. Puis sur le plateau, j'ai le plaisir de recevoir Belkacem Ahmed, professeur en droit international. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors messieurs, sans plus tarder, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dresse un sombre tableau de la situation mondiale actuelle. Elle est marquée donc par la guerre en Ukraine et de nombreuses crises. On parle notamment de la crise climatique, de la crise alimentaire, de la crise énergétique ou encore de la crise économique. Et devant cette situation complexe, cette Assemblée générale des Nations unies devra donc permettre à la communauté internationale de dégager des solutions afin d'atténuer la situation. Monsieur Belkacem Ahmed, je commence avec vous. Quelles sont, selon vous, les priorités de cette grande messe internationale ? Merci bien de m'avoir invité à votre plateau. Et à l'occasion de la tenue de la 78e Assemblée de l'Assemblée générale de l'ONU, et comme vous l'avez bien dit, elle est marquée par une conjoncture internationale en crise, notamment la crise majeure de la guerre russo-ukrainienne, qui constitue une grande menace pour la paix et la sécurité internationale. Et à tout moment, elle peut dévier sur une guerre universelle. Aussi, il y a la crise de la Chine et de Taïwan, et qui constitue aussi une véritable crise internationale aussi, et aussi par certaines crises en Afrique, notamment les coups d'État qu'ont connu certains pays tels le Niger et le Gabon, et aussi par la conjoncture, comme vous l'avez relevé, la crise de l'environnement international, et aussi un autre grand problème qui est celui de la crise alimentaire dans le monde, qui a été une conséquence directe de cette guerre russo-ukrainienne. Et comme on connaît que l'Ukraine est un grand pays exportateur de céréales et de denrées alimentaires, et de par ce fait, un grand défi est lancé à l'ensemble de la communauté internationale, notamment l'Organisation des Nations Unies, pour trouver des solutions à cette grande crise internationale qui menace la paix et la sécurité internationale. Très bien. Badis Renissa, je me tourne vers vous. Alors, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est présent à cette Assemblée générale.
et l'objectif de désescalade et d'un retour à des négociations pour la paix en Ukraine fait un petit peu partie des préoccupations majeures sur la scène internationale. Que pourra apporter justement cette Assemblée générale pour la résolution de ce conflit ? Et tout d'abord, il faut, vous l'avez rappelé, que cette assemblée se tient dans un contexte défavorable, j'ai envie de vous dire, géopolitiquement parlant. Donc un monde fracturé, un monde divisé, qui puisait au sein même de cette assemblée, qui peu à peu, depuis quelques années déjà, a démontré certaines limites, je dirais, en matière de consensus, en matière aussi de pragmatisme, passion, mais surtout pragmatisme constructif. Donc aujourd'hui, elle fait face à plusieurs défis multidimensionnels, dont celui effectivement de l'Ukraine, qui certainement va polariser l'attention aujourd'hui plus que d'autres défis. Néanmoins, d'autres défis factuels, latents, mais surtout urgents, plus que évidemment celui de l'Ukraine, notamment. On a évoqué cette question du maintien de la paix, de la préservation de la paix dans le monde. Nous voyons ici et là une multiplication de zones de tension, de zones de conflit, mais également cette divergence abyssale aujourd'hui plus que jamais entre ce que je qualifierais l'Occident et le Sud global, donc dans sa composition et majoritairement les pays non alignés, les pays du Sud, l'Afrique et d'autres pays qui cherchent à justement s'émanciper et s'affranchir pour aller vers une souveraineté. Cette question de souveraineté, effectivement, comme elle l'est certainement pour l'Ukraine, elle l'est aussi pour d'autres pays qui sont dans cette légitimité, dans cette demande latente depuis quelques années, à savoir non seulement la souveraineté politique, mais également d'autres souverainetés comme la souveraineté énergétique, la souveraineté alimentaire, la souveraineté économique, face à une prédation, je dirais, entre parenthèses occidentale et économique, dont beaucoup de pays, beaucoup d'États, malheureusement, on paye les frais. Donc, beaucoup de dossiers, effectivement, dont majoritairement sécuritaires, bien évidemment, en priorité. Maintenant, le grand défi, effectivement, et peut-être c'est là où je fais un corollaire avec peut-être l'apport de l'Algérie de cette terre, ce souffle nouveau, ce regard peut-être vif et plus pragmatique qui permettrait éventuellement de peut-être de donner un plaidoyer sage et opportun pour qu'on puisse justement peut-être accorder l'eau violent, mais surtout aussi s'attarder sur les vrais défis qu'attendent le monde et surtout le monde de demain, puisque il est en totale reconstruction. Hein. Vous savez pertinemment que au-delà de l'émergence justement de cette nouvelle ordre mondial, qui soit politique, géopolitique, économique, il y a un nouveau continent virtuel géopolitique qui se dessine, qui se profile aux règles totalement différentes dont aujourd'hui il est question de dessiner les pourtours. Très bien, Gamal Abina. Alors, une sortie de crise de l'Ukraine doit être axée sur le dialogue. Le président brésilien l'a d'ailleurs réaffirmé lors de son discours cet après-midi. Il insiste sur le fait que seul le dialogue pourra mener les pays en guerre vers la paix. Il a notamment évoqué le cas du Yémen également. Hein. Qu'en pensez-vous ? Simplement qu'effectivement, ce retour d'un monde multipolaire, on peut l'appeler comme ça, après un déséquilibre total avec la chute de l'Union soviétique en 91, eh bien ce retour d'un monde multipolaire devait nécessairement se faire par un coup de force, par un coup violent, par un coup qui était inattendu de la part des Russes. On s'attendait à voir les Chinois agir les premiers par rapport à Taïwan. C'est les Russes qui sont sortis du bois parce qu'après de multiples provocations, après le grignotage de leur sécurité à l'Est, il faut rappeler quand même c'est l'URSS, l'ex-URSS qui a été littéralement dépecé puis après grignoté, la Russie a vu le danger venir et a décidé de mettre un stop. Ce stop a relancé ce qu'on appelait à l'époque la guerre froide, donc on est reparti sur un cycle de guerre froide, et c'est vrai que la question des souverainetés, ça vient d'être évoqué, on peut l'évoquer pour beaucoup de pays, hein. Tout à l'heure j'étais avec un responsable qui se présente à l'élection présidentielle du Comore, la souveraineté du Comore est entamée par la confiscation d'une des 4 îles, Mayotte, par la France. Là, ça ne pose pas de problème. On parle de souveraineté sur la question du Sahara occidental, sur la question de la Palestine, sur le Yémen qui était aussi littéralement dépecé et détruit. Tous ces pays-là ont été inquiétés, mais ça n'a pas inquiété l'Occident tant que leurs intérêts n'étaient pas en danger. Aujourd'hui, la question des intérêts, effectivement, sont l'enjeu principal. La question le grenier à blé de l'Europe et pas seulement, étant aussi une base avancée de l'OTAN qui était prévue d'être installée à la frontière de la Russie. Toutes ces questions sont rebattues et c'est vrai que le retour de cette guerre froide donne le sentiment effectivement que, et c'est dit par le président Lula, il doit y avoir des négociations parce qu'il y a un rééquilibrage des forces.
Quand vous avez des forces déséquilibrées, il y a nécessairement de la justice. Quand vous avez des forces qui se rééquilibrent, on parle beaucoup de Sud global, on devrait aussi parler de l'Est global, puisque la Russie fait alliance de fait avec la Chine, ce qui n'existait plus depuis 1972. Et bien tout ça a rebattu les cartes, et c'est vrai que l'Occident, qui se croyait dominant aujourd'hui, se rend bien compte que le monde change plus vite qu'il ne l'avait prévu. Il pensait pouvoir pousser le Sud contre la Russie, ça a été un échec total. Il pensait pouvoir emmener une contre-offensive ukrainienne contre la Russie, là encore, 3 mois plus tard, échec total. Donc maintenant, on parle de négociation, on parle de solutions négociées qu'on excluait totalement, et c'est vrai que là où il y a un coup à jouer de la part du Sud global, en l'occurrence, que ce soit le Brésil, l'Algérie ou d'autres pays comme la Turquie, puisque M. Tebboune était avec M. Erdogan, ont une carte à jouer pour obtenir une négociation avec la crise ukrainienne. Mais ces crises ne sont qu'un début de nouvelles crises à venir, malheureusement, parce qu'il se trouve que le monde est fait comme ça. On a un monde dominant qui était dominant, le monde occidental, avec un ultralibéralisme dérégulé, contre un monde orientale et du Sud, qui a plutôt une économie régulée par les directions politiques, par les États. Je parle du Brésil, je parle évidemment de l'Inde, je parle évidemment de la Russie et d'autres pays dans le Sud qui ne laissent pas l'ultralibéralisme s'installer chez eux, sinon ça devient catastrophique. Donc c'est ces questions qui sont à soulever, la question financière, la question des défis climatiques, la question évidemment des réfugiés, la question des guerres, qui peuvent être soit anticipées, soit simplement négociées pour vers la paix. Toutes ces questions-là vont être certainement soulevées lors de cette grande messe de l'ONU. Très bien, alors justement, le Sud global, vous l'évoquiez, Lula da Silva est souvent présenté comme le porte-parole de ce Sud global. Le président brésilien a notamment axé son discours sur le thème de la lutte contre la faim dans le monde. Un fléau qui touche aujourd'hui 700 millions de personnes, alors que la question de la sécurité alimentaire est posée avec acuité, notamment à la lumière du conflit en Ukraine. Belkacem Ahmed, à votre avis, quelles seraient les dispositions urgentes pour faire face à cette situation alarmante ? Eh bien, cette crise alimentaire pose un grand problème pour l'humanité, pour la communauté internationale, pour les Nations Unies, et qu'ils doivent trouver un compromis avec la Russie pour qu'elle signe une nouvelle fois une convention internationale qui permettrait à l'Ukraine d'exporter les céréales et les denrées alimentaires vers le monde, notamment vers l'Afrique. Peut-être que l'Afrique sera le continent le plus touché par cette crise alimentaire. Mais comment expliquer justement que presque 1 milliard d'êtres humains soient confrontés à la faim, alors que les pays occidentaux, notamment les pays les plus riches, sont connus pour gaspiller leur surplus de production alimentaire ? Oui, c'est un problème, justement, c'est un problème moral, plus que juridique, puisque le monde occidental en général le qualifie d'égoïsme et peut-être qu'il ne cherche pas à aider vraiment, politiquement, les autres pays du tiers-monde, surtout le continent africain. Il n'y a pas une volonté politique de la part du monde occidental en général pour surmonter cette crise alimentaire que connaît le monde maintenant et avec acuité. Avec cette crise ou cette guerre de l'Ukraine avec la Russie. Très bien, Badis Khnissa, est-ce que vous rejoignez un petit peu les propos de Belkacem Ahmed ? Non, mais j'irai plus loin. Donc, cela met en exergue effectivement cette disparité en matière de droit au développement, notamment la souveraineté alimentaire, puisque le paradoxe fait qu'aujourd'hui, l'Afrique abrite 60% des terres arables dans le monde et paradoxalement c'est le continent le plus pauvre et qui subit de famine en famine. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement vraiment le paradoxe est poussé à son paroxysme. Donc c'est pourquoi il y a besoin aujourd'hui, comme j'expliquais tout à l'heure, de trouver des consensus en matière de stratégie politique, mais surtout aussi qu'elle soit dépourvue de toute condescendance occidentale. J'ai parlé tout à l'heure de la prédation occidentale, elle en fait partie. Donc aujourd'hui, s'accaparer les richesses sans se soucier effectivement dans un élan d'intérêt commun des autres pays, notamment les pays émergents, même les pays pauvres. Nous avons vu d'ailleurs plusieurs crises multidimensionnelles, notamment celle du Covid, mais bien avant les subprimes, les crises financières, mais surtout peut-être couronnées par la crise du Covid, qui a démontré, qui a mis à nu par contre cette disparité, ce déséquilibre effarant justement de certains États qui en ont surjoué pour justement peut-être
plus écrasé d'autres pays qui étaient en faiblesse. Donc il y a véritablement une réflexion profonde, mais encore une fois, c'est-à-dire avec un nouveau prisme, une nouvelle lecture, comme j'expliquais tout à l'heure, où l'Occident se tient dans une dynamique positive, dans une dynamique, je dirais, altruiste, ou d'une manière plutôt plus pragmatique et altruiste envers les autres pays, puisque finalement, ça a été démontré que le monde est devenu un village et que les crises aujourd'hui se propagent à l'échelle mondiale d'une manière rapide. Donc, il y a lieu aussi peut-être de trouver des stratégies ou des plans ou des feuilles de route factuelles, mais surtout aussi faisables. L'idée n'est pas de comme nous l'avons vu par le passé dans plusieurs éditions, se réjouir d'un plan d'action, mais qui reste encore une fois dans les tiroirs. Aujourd'hui, l'ONU, et ça fait partie peut-être aussi de certains gros chantiers qui l'attendent, et les défis notamment peut-être avec l'apport de l'Algérie, c'est de pouvoir réformer cette institution pour qu'elle puisse être dans un regard beaucoup plus objectif, moins subjectif, mais surtout aussi de prendre les problématiques à bras-le-corps et ne pas attendre aujourd'hui ce déséquilibre, ce cataclysme notamment alimenté par ce déséquilibre alimentaire, puisque nous avons vu effectivement, vous venez de le rappeler à juste titre, pendant que certains pays connaissent un certain gaspillage, je dirais, inacceptable, d'autres pays se meurent. Très bien. Comme pour le changement climatique, la responsabilité de la lutte contre ce fléau incombe notamment aux pays occidentaux. Gamal Abina, quelles pourraient être les mesures pouvant permettre de résoudre équitablement la question de la sécurité alimentaire et de promouvoir le développement durable ? Vous savez, quand on connaît le capitalisme barbare, puisqu'on peut appeler ça barbarie, on se rend compte de plusieurs choses qui sont des aberrations. D'abord, les denrées alimentaires sont cotées à Chicago, dans la bourse américaine. Au nom de quoi les États-Unis imposent le coût ou le prix d'un aliment, alors que le monde entier produit du blé, par exemple. Pour prendre l'exemple du blé, les plus grands producteurs sont la Russie, on le sait, l'Ukraine, ça va de soi, surtout l'Inde, et les États-Unis. Donc on a plusieurs acteurs dans le monde qui produisent massivement du blé, même le Soudan d'ailleurs, pour vous dire. Et pour autant, c'est les Américains qui donnent le là, qui disent voilà, on va le vendre à tel prix. Et qu'est-ce que font les Américains ? Ils subventionnent leur propre marché intérieur pour garantir que le prix du blé soit à des prix qui leur conviennent et soit concurrentiel par rapport à des pays dont le prix de production est beaucoup plus bas. Ce qui garantit qu'eux dominent le marché, ce qui garantit que leurs firmes, comme Monsanto, s'autorisent à vendre des produits dérivés de cette fameuse hyperproduction agricole par les États-Unis. Et donc, comment faire pour lutter contre ça ? Quand on a un marché dérégulé, quand on a le capital qui se répand partout, qui spécule à plein régime, qui joue sur les prix, l'offre et la demande, qui fait croire par exemple qu'il y a une raréfaction du blé, alors que c'est faux. La Russie a surproduit et peut largement compenser ce que l'Ukraine n'exporterait pas, si elle n'exporte pas, eh bien les spéculateurs derrière font monter le prix, faire en sorte que le blé devienne hors de prix. La question qui se pose, c'est comment faire ? Simplement, il faudrait déjà faire en sorte que les cotations de ces denrées alimentaires soient faites par continent et non pas au niveau international. On n'a pas à supporter le prix d'un blé américain, pour commencer, parce qu'en Afrique, il y a d'autres productions céréalières qui ne sont pas produites avec les mêmes coûts, avec les mêmes méthodes, peut-être plus artisanales, plus archaïques, entre guillemets, mais qui permettent de nourrir la population. Ensuite, deuxième chose, quand on met les spéculateurs de côté, quand on met les firmes étrangères de côté, quand on produit localement, déjà, ça permet de calmer la tension sur les questions alimentaires. 700 millions de personnes qui sont menacées de famine. Vous vous rendez compte le chiffre ? Alors qu'on sait aujourd'hui que la Terre peut nourrir, si on fait le travail normalement, 20 milliards d'individus. Donc c'est clairement les spéculateurs qui mettent en situation de difficulté les populations les plus pauvres. Pourquoi ? Parce que dans la loi de l'offre et de la demande, qui est donc le capitalisme ultralibéral, le principe pour faire augmenter le prix d'un produit, c'est de le rendre rare, soit réellement rare, comme l'or par exemple, ou les diamants, ou rare artificiellement, comme le blé qui est produit en surproduction, qui est stocké volontairement afin que les cours s'envolent. Et que si les cours s'envolent, les pays les plus pauvres ne peuvent plus les payer et ils s'endettent pour cela. Les populations les plus pauvres ne peuvent pas acheter du pain parce qu'effectivement, le cours s'est envolé. Pour en finir avec cela, il faudrait effectivement que l'ONU, qui aurait dû être une machine de paix, qui aurait dû être une machine de régulation au moins des relations internationales, puisse s'intéresser à ces questions alimentaires, puisqu'ils ont un programme alimentaire mondial qui existe, le PAM, qui devrait faire pression. Et les pays du Sud devraient plus faire entendre leur voix. Problème, on n'a aucun membre permanent
à l'ONU, et la répartition des 5 membres permanents, c'est 3 pays occidentaux, France, États-Unis, Angleterre, contre 2 pays orientaux, Chine, Russie, je parle de l'Orient géographique, qui doivent se battre l'un contre l'autre. Vous voyez bien le calcul, 3 contre 2, forcément, avec le droit de veto, ils ont moins de chances de l'emporter. Avec les 15 membres non permanents, il y a une chance, avec l'arrivée de l'Algérie, que peut-être ces choses soient négociées et avancent. Mais pour que cela avance, il faut que tout le monde se mette d'accord sur un principe, c'est que les risques alimentaires vont s'aggraver avec le réchauffement climatique, avec la désertification, et donc avec l'augmentation de ce qu'on appelle aujourd'hui les réfugiés climatiques. Si ces questions ne sont pas réglées rapidement, on aura des millions de personnes qui vont converger vers le Nord, et le Nord aura sa part de responsabilité parce qu'elle n'aura rien fait pour empêcher cet afflux massif de populations qui sont en train de mourir de faim, tout simplement. Très bien. Alors, messieurs, la diplomatie algérienne, à l'instar d'autres nations du Sud global, appelle depuis longtemps à la nécessité de réformer l'Organisation des Nations Unies et notamment à la nécessité d'octroyer au continent africain la place qui correspond à son poids politique et démographique. À ce propos, le président américain Joe Biden a appelé depuis la tribune de l'ONU à l'élargissement du Conseil de sécurité. Je vous propose de l'écouter. Le 21e siècle a besoin aujourd'hui de volonté pour avancer. Cela commence par les Nations Unies. De là, de cette salle plus précisément, quand je me suis adressé à vous l'année écoulée, j'avais annoncé que les États-Unis d'Amérique soutenaient l'élargissement du Conseil de sécurité à augmenter le nombre de ses membres, permanents mais aussi non permanents. Les États-Unis dialoguent sérieusement avec bon nombre de pays permanents au sein du Conseil de sécurité. On continuera dans notre rôle afin de donner une impulsion aux réformes. Un autre point commun est la nécessité d'avancer d'une case l'année prochaine. Il faudrait qu'on sorte de cette léthargie qui obstrue les accords au sein du Conseil de sécurité. Nous avons besoin de plus de voix et d'opinions autour de cette table. Voilà, alors Belkacem Ahmed, pensez-vous qu'on se dirige vers la consécration de la réforme tant attendue dans le Sud global afin de rééquilibrer les relations internationales? Pour parler de la réforme des Nations Unies que tout le monde espère, notamment les pays du tiers-monde, et l'octroi des postes de membres permanents à l'Afrique et à certains autres pays émergents tels le Brésil ou l'Inde, à mon avis, je ne crois pas qu'il y aura cette réforme. Vu que la Charte des Nations Unies ne le permet pas pratiquement, puisqu'il faut l'accord, en plus des 2/3 de l'Assemblée générale, aussi l'accord des 5 membres permanents. Et je ne crois pas un seul moment qu'un membre permanent permet cette réforme. Et l'octroi d'un siège permanent à ces pays, notamment l'Afrique. Je ne crois pas. Mais pourquoi? Parce qu'il faut que la force, c'est elle qui doit primer. Et ces membres permanents de l'ONU ne l'ont obtenu qu'après la Seconde Guerre mondiale. Notamment les 3 grands pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. En plus de l'Union soviétique à l'époque, l'URSS, et la Chine. Auparavant, c'était la Chine, c'était Taïwan, Formose. Et après, en 1971, il y avait l'entrée de la Chine populaire comme membre permanent. Mais je ne crois pas qu'il y aura une réforme. Très bien. Sinon, s'il y aurait une 3e guerre mondiale. C'est pas ce que l'on espère. Hein. C'est pas ce que l'on espère. On n'espère pas, bien sûr, on n'espère pas une guerre. Très bien. Alors, messieurs, pour évoquer l'action diplomatique algérienne et son expertise historique en matière de promotion des principes de paix et de stabilité, je vous laisse avec Karim Bouaziz qui nous résume 60 ans d'action diplomatique algérienne au sein de l'Organisation des Nations Unies. Manhattan, New York, et plus exactement dans le quartier de Turtle Bay, quartier coiffé par un courant d'eau, la fameuse East River. Bienvenue, vous êtes au sein d'un complexe immobilier hostile international abritant le fameux siège de l'Organisation des Nations Unies. C'est dans l'enceinte que tout à l'heure le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, prendra la parole
pour évoquer la position de l'Algérie à l'international. Alors l'ONU et l'Algérie, c'est toute une histoire qui débute dès 1955 où la question nationale fait son entrée dans l'hémicycle grâce à des diplomates chevronnés dont Hussein Ait Ahmed et Saïd Dahleb. On connaît la suite, l'indépendance du pays, ce qui s'ensuit également, l'adhésion de l'ONU le 8 octobre 1962. Depuis, des agences, 17 environ, sans parler des différents programmes, apportent leur expertise au niveau du développement social ici. Donc revenons à l'ONU, vous en doutez bien, des diplomates fourmis ici tout au long de l'année au sein d'un espace de négociation, de dialogue pour tenter de dénouer les différentes crises. Et si jamais vous tombez sur un d'entre eux, je parle de diplomates, et que vous lui posez la question « Qu'est-ce que représente pour vous l'Algérie ?», il vous dira à coup sûr constance dans sa politique extérieure, principe hérité de la lutte anticoloniale, donc synonyme d'héritage équivalent à une solidarité avec l'ensemble des peuples colonisés sur fond d'action dans le respect du droit international, mais toujours avec le mot-clé pacifisme. Alors quelques exemples justement de cette démarcation algérienne au cours de l'histoire. On retiendra bien évidemment la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. Nelson Mandela, le fameux Madiba, a toujours rendu hommage à sa seconde patrie, comme il le dira. Parlons également plus loin dans le temps des canaux esquissés lors de la guerre Iran-Irak de 1975 qui a permis la libération des otages américains, une action dont le président américain de l'époque, Jimmy Carter, a vivement remercié le travail accompli par les diplomates algériens. Parlons aussi de l'action réconciliatrice entre le Tchad et la Libye entre 1978 et 1981 au sujet de la bande nord du Tchad, la fameuse bande à Ouzou. Et bien entendu, comment ne pas souligner les différentes résolutions pour condamner l'hydrosionisme et la réconciliation interpalestinienne, comme on l'a vu l'an dernier. Alors, quelques actions de l'Algérie aujourd'hui. En prime, processus d'Alger pour en finir avec le conflit au Mali du Nord, résoudre également la question libyenne avec une organisation d'élections nationales repoussée dans le temps, mais Alger redouble d'efforts avec l'envoyé spécial Abdoulaye Bathily pour qu'une telle réalisation voie le jour dès cette année. Et bien sûr, le cas du Niger et les dernières saccades en juillet dernier qui ont sonné peut-être, prenons quand même des mesures prudentielles, qui ont peut-être sonné le glas du président Mohamed Bazoum. L'Algérie, la diplomatie, ou plutôt sa politique étrangère, c'est un cas d'école, nulle exagération que de le dire, une action de politique extérieure qui met en exergue le développement là où le tout sécuritaire a montré peut-être ses limites, notamment dans la zone sahélienne également, aller davantage vers une intégration économique. La réunion internationale d'Alger de l'an dernier en a été une parfaite illustration, donc une approche plutôt innovante où tous les antagonismes inhérents à un conflit comme au Niger sont invités à dépasser leurs réserves pour un retour à un ordre constitutionnel et le respect à une souveraineté. En guise de conclusion, que peut-on dire ? Les défis s'amoncellent dans un monde qui change vite, mais l'accent est mis par des diplomates nationaux sur le travail avec toutes les différences sur fond d'un cadre juridique international et retenons que la nation algérienne, avec le temps, a démontré qu'elle maîtrisait lucidement à la fois les enjeux complexes, les ambivalences, les sensibilités anthropologiques. Regardez par exemple la diplomatie algérienne à l'endroit de l'Afrique et surtout le tout fait avec le respect des textes onusiens. Donc l'Algérie, oui, un cas d'école et un savoir-faire diplomatique qui a imprégné sa touche sur le temps, tellement que l'Algérie était presque comme chez elle au sein du bâtiment onusien de New York. L'Algérie qui souhaite donc être candidate au siège de membres permanents de l'ONU. Badis Khnissa, je reviens vers vous. Pensez-vous qu'on se dirige vers la consécration de cette réforme au sein du Conseil de sécurité ? Plusieurs dirigeants occidentaux ont appelé de leur vœu, et notamment récemment le président français Emmanuel Macron qui a appelé à la refondation de cette institution. Aujourd'hui, nous constatons également que Joe Biden, le président des États-Unis, appelle de ses vœux et plutôt œuvre publiquement à vouloir justement réformer cette institution. Rappelons-le aussi que l'ONU aujourd'hui fait face à une espèce de délitement justement d'abord des États membres de cette institution, mais aussi qui sont plutôt dans une espèce de stratégie de bloc dont certains États, comme les États-Unis, souhaiteraient s'en départir et sortir de cette justement de posture qui, aujourd'hui, vous l'aurez compris,
a généré plus de dégâts qu'autre chose. Moi, je qualifie aujourd'hui justement ce postulat, en tout cas des États-Unis, de Joe Biden à travers son discours, comme historique, puisqu'on décèle effectivement une espèce de limite justement du modèle occidental. N'oublions pas que Joe Biden a œuvré quelques jours auparavant corps et âme pour l'adhésion de l'Union africaine au sein du G20, chose faite. Donc oui, on peut peut-être analyser en filigrane certains équilibres ou certains jeux d'équilibre de géopolitique entre l'Est et l'Ouest. Et il n'en reste pas moins que l'Union africaine aujourd'hui a une voix supplémentaire au sein du G20, qui est un organisme, quand même, rappelons-le, qui regroupe les économies les plus puissantes au monde. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, dérouler le tapis rouge à l'Union africaine aujourd'hui ou d'autres pays signifie effectivement cette reconsidération justement de ces États, mais surtout aussi leur place qu'elle occupe. Vous avez qualifié l'Algérie dans votre reportage avec tous ces jalons diplomatiques qui font d'elle aujourd'hui cet État légitime, cet État sage et pragmatique. J'aimerais juste peut-être rajouter un jalon ou deux, à savoir le dossier syrien, puisque n'oublions pas que l'Algérie a œuvré également au retour de la Syrie dans la Ligue arabe et reprendre son siège. L'Algérie aussi, dès les années 70, a appelé de ses voeux, a œuvré activement que la place des pays du Sud et des États du Sud soit beaucoup plus reconsidérée au sein de l'ONU. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement il y a une genèse qui fait qu'aujourd'hui l'Algérie est ce porte-voix, ce porte-étendard justement de ces causes-là. Donc oui, elle va aussi œuvrer dans cet élan-là, puisque au lendemain de l'élection de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a adressé comme un plaidoyer, comme une feuille de route, justement pour montrer que d'abord l'Algérie s'inscrit dans le sillage de ces principes et ces idéaux constants, à savoir être toujours à l'œuvre dans l'intérêt commun, à savoir commencer aussi par repenser, redessiner justement le levier d'action au sein de l'ONU pour peut-être amplifier ces dividendes au profit des États et au profit surtout du monde global, puisqu'il s'agit de mettre en perspective une stratégie globale et non pas une stratégie, comme j'ai expliqué tout à l'heure, de bloc ou de confrontation. Très bien, Badis Khnissa, la suite de l'émission dans quelques instants. On poursuit notre émission consacrée à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. La diplomatie algérienne s'inscrit dans le respect scrupuleux de la Charte des Nations unies. Gamal Abina, selon vous, quels pourraient être les mécanismes permettant le respect de ces principes alors qu'on constate souvent des exactions et des violations du droit international ? J'ai envie de dire, pour rajouter à ce qui a été dit tout à l'heure dans votre documentaire, effectivement, et qu'on peut rajouter beaucoup de choses, combien de pays au monde, parce qu'on aurait pu parler de l'Érythrée, on aurait pu parler de la prise d'otage de Carlos avec l'avion qui est atterri à Alger dans de bonnes conditions, on aurait pu parler de l'Afrique du Sud, où l'Algérie n'a jamais abandonné ses principes d'émancipation des peuples, opprimés en l'occurrence par le racisme blanc en Afrique du Sud. Combien de pays au monde peuvent se targuer d'avoir un tel bilan diplomatique qui a commencé dès le départ de la révolution avec le GPRA, où on a obtenu que la question algérienne soit amenée à l'ONU, alors que la France n'en voulait pas, alors qu'elle faisait partie des membres permanents, je le rappelle. Eh bien, il n'y a qu'un seul pays qui a un tel palmarès diplomatique, et pour cause, puisque les Algériens qui ont gagné la guerre par le sang évidemment, et pas seulement, aussi politiquement, ont su développer ce fameux langage diplomatique international et connaissent très bien les arcanes de l'ONU et très bien les arcanes des diplomates en règle générale, parce qu'ils parlent plusieurs langues et parce que en 73 et 74, la Palestine arrive à l'ONU grâce à l'Algérie et l'arabe arrive à l'ONU parce que l'ex-président algérien défunt Walid Boumedienne impose l'arabe de fait. Donc tous ces éléments-là sont constitutifs d'une certaine idée de l'Algérie, d'un certain patrimoine, on dira culturel, mais surtout diplomatique. Et quels sont les éléments qui pourraient être mis en avant pour qu'on respecte, je parle de la question palestinienne, à minima, les principes onusiens. Et bien simplement que lorsque l'on condamne un État, comme la Russie par exemple, qui a 11 trains de sanctions contre elle, c'est des condamnations qui sont plutôt régionales, mais tout de même, et bien qu'on obtienne la même chose pour des pays qui sont plutôt favorables à l'Occident. C'est-à-dire que la question de la fracture entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud, est accentuée par des rapports de force entre les intérêts idéologiques des uns et des autres. Par votre intervenant sur le plateau. D'ailleurs, c'était la Chine et pas Formose, c'est une petite erreur. Le 21 juin 1945, on est encore sur la Chine de Chiang Kai-shek. Et donc, ces États intègrent l'ONU parce que c'est les États qui ont le plus grand nombre d'habitants. C'est pas la bombe atomique, personne ne l'avait à ce moment-là, sauf les États-Unis. Par contre, le nombre d'habitants, États-Unis, Russie évidemment,
et les pays qui colonisent comme l'Angleterre et la France, qui bénéficient donc du nombre d'habitants, intègrent ces membres permanents. Sauf que depuis très longtemps, cette question aurait dû être évacuée puisque d'autres pays puissants sont arrivés sur le devant de la scène. L'Inde, par exemple, qui est une grande puissance, l'Afrique dans sa globalité, puisqu'elle a intégré dans sa globalité le G20, eh bien tous ces pays-là devraient être présents pour pouvoir obtenir un rééquilibrage des forces, car ça a été dit par votre intervenant, c'est des rapports de force. Là où il y a un rapport de force équilibré, on peut obtenir des résultats positifs. Là où le rapport de force est déséquilibré, à ce moment-là, ça devient de l'injustice qui s'installe, puisque celui qui est le plus fort va forcément user de sa force de façon illégitime et certainement pas de façon modérée. Et donc, c'est vrai que si on voulait obtenir des résultats probants, il faudrait que ces rapports de force s'installent à nouveau, ça semble prendre le chemin, que l'Afrique soit présente, effectivement, en tant que membre permanent, avec le droit de veto, parce que s'il n'y a pas de droit de veto, c'est inutile, et puis surtout que ce droit de veto, à la limite, soit quasiment écarté au profit d'un vote à la majorité. Si on avait un vote à la majorité à l'ONU pour condamner, par exemple, Israël lorsqu'elle enfreint toutes les règles internationales depuis près de 80 ans maintenant, il y aurait peut-être du changement de rapport de force. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas, et tout ça doit être refondu parce que la SDN avait été un échec pour empêcher la guerre. L'ONU est encore un échec pour empêcher la guerre, je le rappelle tout de même, en 2003, d'invasion américaine en Irak. Très bien, je reviens vers vous, Belkacem Ahmed. Plusieurs menaces planent sur la stabilité globale, à l'instar de tensions dans la zone Indo-Pacifique ou encore en Asie centrale, au Moyen-Orient ou encore en Afrique. Quelles modalités pourraient être prises lors de cette Assemblée générale pour garantir le maintien de la paix? Oui. Pour la crise en Chine et sa volonté politique de reprendre Taïwan, qui est une partie intégrante de la Chine, je crois que les deux sont plein droit de reprendre ce droit et aucun pays, notamment les États-Unis, ne peuvent l'empêcher de reprendre cette partie de son territoire, qui est une partie intégrante de la Chine. Mais malheureusement, on trouve que les États-Unis s'opposent toujours à que la Chine reprend son territoire de Taïwan. Et ça constitue aussi une menace, une grande menace pour la paix et la sécurité internationale. Pour les autres conflits dans le monde, notamment le conflit éternel, le Proche-Orient, la Palestine, la solution des deux États n'a jamais été respectée, malgré la convention de 93 des accords de Camp David, qui stipule clairement que la solution de la crise éternelle, c'est la constitution de deux États indépendants, notamment l'État palestinien avec pour capitale le Jérusalem-Est, que Israël n'a jamais respecté, malheureusement. Et ça reste toujours un conflit, une crise qui secoue le monde. Il y a aussi le Sahara occidental. Le monde occidental, bien sûr. Et le monde entier. Non, je disais, il y a aussi le Sahara occidental. Oui. Bien sûr, il y a aussi le Sahara occidental qui est aussi un problème d'autodétermination depuis 1975. Et la tenue d'un référendum au Sahara occidental pour déterminer son indépendance vis-à-vis du Maroc. Et le régime marocain n'a jamais permis à l'ONU d'organiser ce référendum au Sahara occidental depuis 1975 jusqu'à nos jours. Et ça constitue une grande crise qui secoue l'Afrique, aussi le monde arabe et le Maghreb. Très bien. C'est un problème, c'est une crise majeure qui a bouleversé l'Afrique du Nord, notamment la consécration de l'Union arabe maghrébine. Très bien. Alors la situation au Sahel charrie beaucoup de préoccupations, notamment à la lumière de la crise au Niger. Et le président Abdelmadjid Tebboune a proposé justement une initiative de sortie de crise, prévoyant notamment l'organisation d'une conférence internationale sur le développement au Sahel. Badis Renissa, pensez-vous que le soutien au développement constitue la clé de la stabilisation de la situation au Sahel?
marquée par la conjonction de la crise politique, du fléau terroriste et de la pauvreté endémique. Je pense que, et là je fais un corollaire avec justement votre question précédente, je pense que l'Algérie aujourd'hui, d'abord, joue un rôle prépondérant, un rôle majeur comme moteur justement dans certains dossiers, notamment dossiers sécuritaires, comme vous l'avez rappelé par rapport à la crise au Niger. L'Algérie se pose aussi comme force de proposition pragmatique, avec une maturité en matière d'abord de diagnostic, d'évaluation, mais surtout aussi de feuille de route de sortie de crise. Et elle l'a démontré à maintes reprises, vous l'avez aussi souligné lors de votre reportage par rapport à la crise du Mali, mais également celle de la Libye. C'est pourquoi en fait il faut revenir aux fondamentaux. Je pense que d'abord il y a une réflexion à faire au sein même du Conseil de sécurité pour justement assurer cette sécurité dans le monde, à savoir revenir aux principes vertueux qui ont fondé justement cette institution, qui est la collégialité, qui est la concertation, la réflexion commune, collective, mais surtout aussi l'inclusion de tous les États et surtout les États qui ont pignon sur rue, j'ai envie de vous dire entre parenthèses, en matière de réflexion et de feuille de route et de résolution, surtout pacifique, les moins dommageables, j'ai envie de vous dire, comme l'Algérie le pose depuis des années. Donc, Abdelmajid Tebboune, effectivement, a, je pense, me semble-t-il, poser une nouvelle architecture sécuritaire, à savoir aller vers justement les sources de l'insécurité et des conflits, notamment en Afrique et au Sahel plus particulièrement, à savoir ce déséquilibre en matière de développement. Les peuples africains, justement, connaissent une espèce de disparité, une espèce d'injustice en matière d'équité face au développement comparé à l'Occident. C'est pourquoi l'Algérie, d'ailleurs, au lendemain, a tout de suite été effectivement dans le factuel, à savoir ce fonds d'investissement de plus d'1 milliard, justement proposé aux États à la demande justement pour qu'ils puissent effectivement contribuer dans le développement des infrastructures, le développement humain, le capital humain africain, mais également aussi elle a posé cette problématique dans l'architecture même, la nouvelle architecture sécuritaire, à savoir endiguer le terrorisme par le développement, endiguer le terrorisme par le capital humain, par l'émancipation justement des peuples et leur affranchissement. Donc je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a au-delà de cet aspect innovant, cet aspect qui est en rupture avec justement les stratégies sécuritaires que nous avons connues, à savoir le combat armé et simplement armé et militaire. Il y a aussi une complémentarité qu'aujourd'hui apporte l'Algérie et qu'elle pourrait d'ailleurs apporter dans bien d'autres dossiers, notamment de conflits et d'insécurité, puisque l'Algérie a démontré à maintes reprises qu'elle est aussi cet allié au service de la paix, de la préservation de la paix, que ce soit d'ailleurs dans le Sahel, dans le continent, mais même à l'international, puisque voilà, elle pouvait et elle pourra jouer un rôle prépondérant en matière d'intermédiation. Et là, je contredis un peu ce qui a été dit auparavant. Au-delà de l'Inde, l'Algérie aujourd'hui jouit d'un rang mondial en matière d'intermédiation, justement entre le Sud global et l'Occident. Et je pense qu'elle aura effectivement une place prépondérante, très importante dans l'échiquier international, à savoir comment créer cette synergie en matière non seulement d'architecture sécuritaire, mais aussi de développement durable. Et au passage, je rappelle aussi que l'Algérie est un bon élève, puisque en 2022, si ma mémoire est bonne, elle a été classée au premier rang en Afrique et dans les pays arabes en matière de réalisation des objectifs, notamment les 17 objectifs de développement durable. C'est pour vous dire qu'effectivement, elle accorde une importance très importante, mais surtout aussi un point d'orgue sur tout ce qui est développement durable. Et elle sera amenée à le transposer justement à plus grande échelle à travers des leviers comme l'ONU, comme le Conseil de sécurité. Très bien, alors avant de passer à la dernière partie de cette émission, je vous propose de suivre ce reportage signé Sofiane Baroudi. La 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies aura lieu à New York, dans une conjoncture internationale marquée par des tensions géopolitiques notables en nette recrudescence et de nombreux défis impérieux posés à la communauté internationale, à l'instar de celui de la sécurité alimentaire, de la crise énergétique ou encore du développement durable. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a déclaré à ce propos que cette grande réunion diplomatique se déroule, je cite, à un moment où l'humanité fait face à d'immenses défis, de l'aggravation de l'urgence climatique à l'escalade des conflits, en passant par la crise mondiale, du coût de la vie et la montée en flèche des inégalités. L'Algérie, qui a été élue au Conseil des droits de l'homme de l'ONU et qui devra entamer son mandat comme membre non permanent du Conseil de sécurité au début de l'année prochaine, bénéficie d'un capital historique de poids au sein de cette institution internationale.
on se rappellera du rôle algérien joué dans la défense des causes justes à travers la lutte contre le colonialisme et le racisme, incarné par le boycott du régime d'apartheid sud-africain ou encore par le soutien au retour de la Chine au sein de l'organisation comme membre permanent du Conseil de sécurité, mais aussi de l'invitation de l'Organisation pour la libération de la Palestine, représentant légitime du peuple palestinien, promu observateur de l'instance onusienne. Alger bénéficie également d'un savoir-faire reconnu en matière de médiation internationale. En témoigne le rôle de premier plan joué pour mettre fin au conflit entre l'Iran et l'Irak et entre l'Éthiopie et l'Érythrée. L'action diplomatique algérienne s'est également illustrée dans la promotion des principes d'égalité économique entre les pays du Nord et du Sud global. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune prendra part à ce grand événement mondial afin d'énoncer la feuille de route de la diplomatie algérienne, dont l'objectif affiché est centré sur la consécration de la paix, la mise sur rail du développement durable nécessaire à la concrétisation de l'horizon de stabilité globale. Dans cet esprit, plusieurs initiatives ont déjà été proposées pour permettre la résolution de nombreuses crises et la fin des conflits via des appels à la désescalade dans un esprit de dialogue et de concertation et dans le cadre du respect strict des principes de la Charte des Nations Unies et de la primauté du droit international. S'inscrivant dans la perspective multipolaire et l'action multilatérale, Alger joue un rôle central dans le renforcement de l'axe stratégique afro-arabe à travers la défense des causes justes. Dans ce sillage figure l'aspiration de permettre à l'État palestinien d'accéder au rang de membre de plein droit de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que la résolution du conflit au Sahara occidental en consacrant le droit de son peuple à disposer de lui-même. Dans ce cadre, sur le continent africain, et particulièrement dans la région sahélienne, le défi de la lutte contre le fléau du terrorisme ou encore la lutte impérieuse contre la pauvreté et le sous-développement font également partie des objectifs longtemps poursuivis par l'action diplomatique algérienne. Nous le disions en début d'émission, l'Algérie a été élue en tant que membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, mais également membre non permanent au Conseil de sécurité, et ce à partir du 1er janvier 2024 jusqu'à 2025. Gamal Abina, selon vous, quelles seront les priorités de la diplomatie algérienne dans ces deux instances onusiennes ? Vous savez, Sofiane Baroudi nous a rajouté deux éléments que je n'avais pas notés tout à l'heure, effectivement, par rapport à cette action diplomatique qui est quand même assez costaud. On a disparu dans les années 90 pour des raisons que vous connaissez, la décennie noire, et puis on est revenu petit à petit au devant de la scène parce que, effectivement, l'Algérie c'est une sorte de pôle de modération. Alors, quelles sont les possibilités? Qu'est-ce que peut proposer l'Algérie? D'abord, effectivement, l'élargissement du Conseil de sécurité. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, de proposer qu'aux frontières algériennes, parce que le risque est réellement de proximité, que le Niger n'y ait pas de conflit. On parle d'un plan en 6 points qui doit obtenir de la part des autorités algériennes et nigériennes une transition en douceur et non pas par la violence comme ça a été presque voulu par la CEDEAO, et donc faire en sorte que déjà au niveau de l'Afrique subsaharienne, en 2015 il y a eu des accords qui avaient été signés aussi par rapport au Mali et puis l'Azawad où on a obtenu qu'il n'y ait pas de guerre civile. Donc tout ça c'est les points forts qui font que l'Algérie peut proposer avec une modération dans le propos, avec des solutions négociées, avec une vraie démarche qui est constructive, non pas destructrice, comme on l'a vu pour trop longtemps pendant les 30 dernières années. L'Algérie va proposer ce genre de proposition, de solution. Ensuite elle va proposer effectivement qui est un rééquilibrage des forces nord-sud, évidemment, par rapport à la question financière, le financement. Ça a été dit tout à l'heure, la question du financement pour créer les conditions de la paix, donc de faire en sorte que les gens travaillent et aient quelque chose à perdre pour ne pas prendre les armes et se battre pour des causes désespérées, eh bien c'est une question qui a été soulevée par l'Algérie avec brio, puisqu'ils ont proposé un plan de 1 milliard sur la table qu'ils ont déposé, plus intéressant que des financements extérieurs comme le FMI, la Banque mondiale. L'Algérie est membre aujourd'hui aussi, on le sait, de la Banque des BRICS, donc une banque de développement, encore une fois, qui s'inscrit dans la même logique de la paix par le travail et par le développement économique, et l'Algérie va certainement avancer de ses cartes. Ensuite, l'Algérie a une position qui est intéressante dans la mesure où elle n'a pas d'ennemis réels. Elle s'entend bien avec les États-Unis et avec la Russie, elle s'entend bien avec l'Iran, alors qu'à l'époque c'était délétère, elle s'entend bien avec la Turquie qui n'est pas forcément favorable à l'Iran au départ, avec l'Arabie, avec le Golfe, avec l'Afrique, bref, il y a très peu de pays qui ont des relations difficiles avec l'Algérie. Et sa position de principe est entendue. C'est en cela que je pense qu'elle va pousser son avantage en disant l'ONU est un établissement qui doit obtenir des conditions pour la paix sérieuses, cette fois-ci en parlant économique. Et là, je reviens sur le passé très rapidement. Boumedienne avait expliqué à l'époque, avec un discours que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, il avait dit qu'il ne fallait pas tomber dans le piège du néocolonialisme économique qui créerait des relations de dépendance et donc de déséquilibre. Eh bien, ces questions-là sont abordées avec beaucoup d'intérêt par l'Algérie, qui, elle aussi, maintenant remet au devant de la scène le rééquilibrage des forces et ce qu'on appelle les relations gagnant-gagnant. Très bien. Alors, Belkacem Ahmed, je reviens vers vous. L'Algérie dispose d'une expertise avérée en matière de médiation internationale. Quel rôle peut-elle jouer pour accompagner les efforts multilatéraux de désescalade dans le monde? Oui, notre pays, l'Algérie, est connu
pour sa grande médiation dans plusieurs dossiers internationaux depuis des décennies. Notamment, rappelez que la crise qui a eu lieu entre les États-Unis et l'Iran dans les années 70, où l'Algérie a joué un rôle prépondérant dans la résolution ou la solution de cette crise entre les deux pays. Aussi, elle contribue à la résolution ou de trouver des solutions pour la crise du Proche-Orient. Aussi, dans la crise du Sahara occidental, qui est toujours posée. Sur le plan, c'est le plan politique, sur le plan économique, l'Algérie œuvre toujours pour l'instauration d'un nouvel ordre économique international plus équitable et plus juste. Aussi sur le plan de l'environnement et le développement durable. Elle peut jouer aussi un rôle important, tout comme dans la solution des crises qui secouent ces derniers temps le continent africain avec ses coups d'État au Niger, au Gabon, notamment au Niger où il y a une grande tension qui règne actuellement, qui peut dégénérer sur une crise militaire, notamment, avec l'intervention de la France et de cette intégration économique qui est le CEDEAO. Tout au moins, maintenant, on ne peut pas parler d'intervention militaire, mais il y a peut-être des interventions sur le plan économique qui peut mettre le Niger dans un état alarmant, notamment avec la crise alimentaire qu'elle connaît. Très bien. Alors, messieurs, on rappelle que le président Abdelmadjid Tebboune a eu une rencontre avec son homologue palestinien Ahmed Abbas. Et la question palestinienne, justement, elle est toujours au centre de l'actualité. Le secrétaire général de la Ligue arabe a appelé à l'application de l'initiative de paix arabe afin de permettre au peuple palestinien ce droit à l'édification d'un État indépendant sur les frontières de 67 avec Al-Quds comme capitale. Badis Renissa, pensez-vous que cet appel sera entendu ? Au-delà de l'appel, si vous voulez, il faut qu'il soit accompagné aussi d'une volonté globale, d'une stratégie aussi effective. La question se pose, cette question subsidiaire se posera, à savoir ces fameuses résolutions tant attendues en matière d'application. Mais là, on revient aussi à cette refondation, ou réinventer peut-être les leviers d'action notamment. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, d'ailleurs, dans sa lettre destinée au secrétaire général Guterres au lendemain de son élection au Conseil de sécurité, l'avait rappelé qu'il faut revenir aux objectifs nobles de cette institution, mais surtout aussi de s'extirper notamment de cette attitude à géométrie variable en matière de tout ce qui est gestion des conflits, gestion des crises aussi. Et la question palestinienne est une question fondamentale et centrale qui sera, je dirais, de plus en plus portée haut et fort par la voix de l'Algérie, justement, au Conseil de sécurité. Et c'est là où, effectivement, l'Algérie jouera ce rôle de porte-étendard, notamment des causes justes, et aussi également la cause du Sahara occidental, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Je me permets de vous interrompre, mais en ce qui concerne l'octroi du statut de membre à part entière donc, de la Palestine à l'ONU, qu'en est-il ? Justement, c'est un processus qui doit être initié, effectivement, c'est le cas aujourd'hui, mais cette volonté émane également de, par exemple, la stratégie de l'Algérie dans laquelle elle a été précurseur et même pionnière, à savoir rassembler les factions palestiniennes, avoir un projet global et politique justement pour la Palestine, parce qu'il suffit pas effectivement de mettre en perspective une feuille de route, il faut que justement les belligérants, les acteurs majeurs, notamment côté palestinien, soient à même de pouvoir porter cette stratégie, cette feuille de route dans laquelle l'Algérie va s'inscrire effectivement, comme elle l'a fait par le passé, en matière de rassembleurs, de fédérateurs, avec les factions, mais les accompagner également dans ce projet politique à en devenir en tout cas, et qui sera amplifié au sein du Conseil de sécurité. Mais encore une fois, comme je
peut-être je me répète, il faut établir des fondations saines pour qu'on puisse justement, je dirais entre parenthèses, mettre le Conseil de sécurité au pied du mur à travers des leviers limpides. Et peut-être là aussi l'Algérie apportera sa lucidité et sa maturité diplomatique pour qu'elle puisse effectivement avoir gain de cause. Je pense que la voix d'Algérie jouera un rôle très très important en matière de caisse de résonance au sein du Conseil de sécurité pour porter, encore une fois peut-être dans les agendas, les questions que le Conseil de sécurité était amené par le passé à occulter pour des raisons ou d'intérêts idéologiques ou d'intérêts communs avec d'autres États. Très bien. Gamal Abina, la dernière question est pour vous. Concernant le dossier du Sahara occidental, quelles sont les perspectives de résolution de ce conflit ? Vous savez, la perspective la plus intéressante qu'on aurait dû mettre en place, mais ça n'a pas été fait puisque ça a été trahi par le Maroc dans les années 90, c'était le plan Baker, qui proposait un référendum. La méthode marocaine pour éviter ce référendum, c'est de dire qu'il fallait que le quorum soit inclus les Marocains de la marche verte, donc ceux qui sont entrés au Sahara en 75. Problème, c'est que les vrais Sahraouis n'en voulaient pas, et c'est normal parce qu'avec cet afflux massif de Marocains qui sont pour leur attachement, évidemment, ça fausserait le résultat. Ensuite, moi, je suis catégorique sur un point. On a tenté l'Union du Maghreb arabe dans les années 90 parce qu'il y avait une baisse de tension et parce que l'Algérie, malheureusement, s'effaçait un peu sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, la question sahraoui est toujours posée avec acuité. Pour obtenir un résultat, il faudrait d'abord qu'on arrête de voir un Conseil de sécurité qui joue en fonction de ses intérêts à soutenir ou alors à attaquer ses ennemis, ce qu'on a trop vu souvent, avec des États qui sont souvent en guerre. Les États-Unis ont été en guerre plusieurs fois alors qu'ils sont membres du Conseil permanent avec droit de veto, la Russie aussi, donc ça c'est problématique. Ensuite, la question qui se pose c'est quoi? C'est de demander est-ce qu'au Sahara, j'ai envie de dire au Sahraoui, les légitimes, on leur posait la question, est-ce que vous voulez ou non être marocain? S'ils veulent être marocains, qu'ils le soient. S'ils ne veulent pas, qu'ils ne le soient pas. La question est très simple. C'est pas l'Algérie qui la pose. L'Algérie, elle veut entendre le résultat de ce référendum. Le reste du monde devrait entendre ce résultat. Ça réglerait le problème définitivement. Malheureusement, pour des raisons, et je vous le dis, simplement bassement économiques, il y a beaucoup de phosphates là-bas. C'est 80% de ce que des besoins du Maroc sont dans le Sahara occidental. C'est la raison principale qui fait que le Maroc ne veut pas abandonner ce territoire. Une des deux raisons. L'autre raison est géographique. Ça double le territoire marocain. Très bien, messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à présent ce soir. Badis Khnissa, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci d'avoir été avec nous. Gabal Abina également. Et puis, Belkacem Ahmed, merci d'avoir répondu présent ce soir. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur Al24 News.